Bonjour à tous, merci d'être présents à ce webinaire sur la qualité de l'air. Alors, je me présente rapidement, Vincent Géano, j'anime un réseau thématique de l'enseignement agricole sur la thématique agroéquipement et agriculture numérique. Je vais juste redonner un petit peu le cadre de ce webinaire avant de lancer tout de suite la première intervention, histoire de ne pas perdre trop de temps sur la partie notamment questions-réponses en troisième partie de notre webinaire. Juste, on a pas mal de monde, on va dire, extérieur au public habituel de ces webinaires. Donc, pour vous présenter un petit peu le cadre, ce webinaire intervient dans le cadre des webinaires qu'on appelle DEA-DAT, donc à destination des directeurs d'exploitation et d'ateliers technologiques des établissements d'enseignement agricole. C'est un webinaire mensuel et avec à chaque fois des thèmes un petit peu différents. Et ce mois-ci, nous avons choisi de travailler sur la question de la qualité de l'air, notamment dans le cadre également de la Journée nationale de la qualité de l'air qui aura lieu demain. Et donc, on, on- on- enfin, le- on a choisi de développer ce terme dans ce cadre-là. Alors, j'en profite pour remercier Colin Gris, qui a donc de la DGPE au ministère de l'Agriculture qui est chargé de mission sur le thème, s'est fortement impliqué là sur l'organisation de ce webinaire également avec nous. Euh, et pour expliquer un petit peu le contexte au niveau du thème choisi, on a choisi en particulier autour du thème de la qualité de l'air aujourd'hui de parler de la question des émissions d'ammoniac et du coup de l'impact sur la production de particules fines. Alors du coup pas forcément sur les produits phytosanitaires, notamment les thématiques autour des produits phytosanitaires. Pourquoi? Parce que notamment sur la question de nos exploitations sur les lycées agricoles, il y a quand même un impact fort de nos pratiques sur le cadre notamment de l'utilisation des fertilisants azotés, que ce soit les effluents ou les fertilisants azotés minéraux. Donc l'idée était un petit peu aujourd'hui d'explorer ce sujet-là avec deux entrées. Une intervention d'abord pour fixer un petit peu les enjeux, le contexte de la thématique et puis ce qui s'annonce un petit peu aussi pour le futur sur cette question-là via une intervention donc de l'ADEME, à qui je passerai la main après cette petite introduction. Et puis ensuite la présentation d'une expérimentation en lien avec la thématique qui a lieu actuellement sur le PL, donc sur le lycée agricole d'Aubernay, sur l'exploitation du lycée agricole d'Aubernay. Donc ça sera notre deuxième intervention. Et on aura du coup un troisième temps sur les 20 dernières minutes du webinaire pour échanger avec les intervenants sur tout ce que l'on aura pu entendre. Et si vous avez, en tant que participant, des questions, et bien, au fil du temps, pendant les interventions, si vous souhaitez sur la discussion écrire vos questions, on pourra les reprendre petit à petit ensuite derrière sur la phase de questions. Je vais juste prendre un dernier petit temps pour vous annoncer que sur la discussion, je vais aussi vous mettre en lien une ressource que l'on a préparée en parallèle de la préparation de ce webinaire. Une ressource notamment plutôt à destination, mais ouvert à tous, mais à destination des personnels de l'enseignement agricole et notamment des enseignants formateurs, mais également des personnels des exploitations qui veulent creuser un peu le sujet. Donc, un recueil en gros de ressources un peu référents sur la thématique qualité de l'air, là de façon générale, pas que sur la question de l'ammoniac, aussi sur les produits phytosanitaires, les brûlages de végétaux. Voilà, donc je vous invite à aller voir, peut-être pas tout de suite, parce que tout de suite, il sera important de se concentrer sur les différentes interventions, mais peut-être à la fin de ce webinaire, ou de suivre un petit peu le lien qui vous sera mis dans la discussion pour aller jeter un coup d'œil sur cette ressource qui sera en ligne sur ce qu'on appelle le site ADT, donc qui est un site de l'enseignement agricole et qui permet de mettre en ligne des ressources à destination des enseignants et formateurs de l'enseignement agricole sur différents thèmes. Donc, je vous invite vraiment à aller voir ce document. Bonjour à tous, j'espère que
ma présentation se projette. Voilà, donc le sujet de la qualité de l'air en agriculture est encore assez et globalement méconnu de la profession agricole. Donc, pour cette raison, je vais prendre un temps pour introduire un peu du contexte en éléments concernant le bilan des émissions agricoles, l'impact sur la qualité de l'air, la santé et pour les cultures. Rapidement aussi, je prendrai un temps pour aborder plusieurs textes réglementaires récents et importants pour le secteur agricole sur ce sujet. Ensuite, mon collègue Sylvain présentera des solutions concrètes en faveur de la réduction des émissions agricoles pour l'ammoniac et les particules. Euh, et pour conclure, Un peu par rapport il y a un peu d'écho là. Et pour conclure, donc en donnant quelques perspectives, nous préciserons aussi les différentes actions de l'ADEME sur ce sujet de la qualité de l'air en agriculture. Alors, je vais m'appuyer sur ce schéma là pour planter un petit peu le décor. Eh bien, la pollution de l'air, ce sont des polluants qui sont émis par, des sources, qu'elles soient naturelles, ou humaines. Hem, des polluants qui, vont être présents ensuite, dans l'atmosphère en concentration et ces polluants peuvent, au bout d'un certain temps, retomber au sol à plus ou moins longue distance. En France, si l'agriculture contribue à la pollution de l'air, comme d'autres activités économiques et humaines, en revanche, elle en subit directement les conséquences. Alors, au niveau de ces émissions agricoles, donc on a en majorité de l'ammoniac qui est émis, donc à 94 c'est le NH3, et aussi des particules à 53 pour les plus grosses en taille. Alors, ce sont des chiffres qui sont issus du dernier inventaire national des émissions de polluants atmosphériques publié par le CITEPA. Le secteur agricole en France contribue aussi grandement aux émissions de pesticides. Euh, pour les émissions de composés organiques volatiles non méthaniques, on sait que ces flux peuvent être aussi importants, de l'ordre de 35%, issus surtout des cultures et des élevages. Dans une moindre mesure, l'agriculture participe à d'autres émissions de polluants, les oxydes d'azote à 23%, les particules fines et très fines, 18 et 6%, que sont les PM10 et PM2,5, des petites donc, particules inférieures en taille 10 micromètres ou inférieures à 2,5 micromètres. Alors, pourquoi a-t-on cette prédominance de l'ammoniac dans les émissions agricoles? D'abord, parce que l'ammoniac, c'est un composé chimique azoté qui peut être dans un état soit liquide ou gaz. Mais à des conditions normales de température et de pression, il est présent principalement sous sa forme gazeuse. C'est un gaz incolore, inodore, mais irritant aux fortes concentrations. Vous le savez, la profession agricole le sait, pour produire une protéine, il faut de l'azote dans son système de production. Par exemple, l'azote, pour être assimilé par une plante, doit être sous une forme N-nitrique, majoritairement en solution. Donc c'est du nitrate qui est plutôt mobile dans le sol et qui est plus facilement capté par les racines de la plante. Or, l'azote peut être apporté à la surface du sol sous différentes autres formes, comme l'azote uréique, l'azote ammoniacal, l'azote organique, qui doivent être transformés pour être assimilables par la plante. Comme le montrent certaines réactions chimiques dans ce schéma-là de gauche, en changeant de forme, l'azote peut être libéré dans l'air en NH3, donc qui est la forme ammoniac gazeuse. C'est donc de l'azote volatilisé dans l'air qui sera perdu pour le système de production culturale, là, en l'occurrence. Aux différents postes d'une exploitation, la gestion de l'azote, qu'elle soit minérale ou organique, peut contribuer à de grandes disparités en termes de potentiel de volatilisation de l'ammoniac et si aucune pratique efficiente n'est appliquée pour réduire ces émissions. On sait, donc là c'est sur la partie droite du transparent, on sait qu'une fertilisation minérale utilisant de l'urée comme engrais
est largement plus émissive en ammoniac comparée à l'utilisation d'engrais de type solution azotée ou ammonitrate. On sait aussi que l'utilisation d'engrais de type ammonitrate est le moins émissif en ammoniac parmi les 3 catégories d'engrais, mais cela libérera tout de même en partie de l'ammoniac dans l'air. Donc une part d'unité d'azote qui sera perdue. Quant aux effluents organiques, ils sont plus émissifs en ammoniac s'ils sont liquides sous forme de lisier digesta et relativement un peu moins émissifs s'ils sont solides sous forme de fumier. Et je terminerai sur ce transparent en disant que tout ça est assez variable en fonction de la nature des effluents organiques, s'ils sont bovins, porcins ou avicoles. Je poursuis donc en pointant du doigt qu'au niveau des émissions, on a un fort enjeu sur l'ammoniac, mais que l'agriculture peut aussi contribuer à former de la pollution dans l'air. Alors comment? Eh bien, certaines émissions agricoles gazeuses, comme l'ammoniac, mais aussi les composés organiques volatiles non méthaniques, seraient à l'origine d'une pollution particulière. Par exemple, une fois émis dans l'atmosphère, avec des conditions météorologiques favorables, l'ammoniac peut se combiner avec d'autres gaz issus d'autres sources donc sectorielles, du transport notamment avec des oxydes d'azote, de l'industrie avec des dioxydes de soufre. Et cette association de substances, de composés, peut former dans l'air de nouvelles particules que l'on peut respirer parce que certaines vont atteindre les poumons et aussi possiblement passer dans le sang. La contribution de l'agriculture à ce phénomène physico-chimique est révélée plutôt au printemps, pendant les périodes d'épandage, lorsqu'il y a un pic de pollution particulière. Alors, c'est-à-dire que quand on a plusieurs jours consécutifs de dépassement des niveaux de seuil acceptés de qualité de l'air en concentration de particules mesurées dans l'air. Donc, à titre d'illustration, cette carte en haut à droite montre à l'échelle de la France l'analyse chimique de ces particules fines observées en période de pic de pollution pour l'une de ces journées printanières où il y a eu donc de l'épandage fait par les agriculteurs. Et on voit que leur composition révèle du nitrate d'ammoniac, démontrant l'origine de la source agricole, mais aussi une origine liée au transport routier. Donc, je ne développe pas, mais c'est juste pour pointer ceci. Et surtout, selon une étude de Santé publique France récente, on sait que près de 40 000 décès sont liés chaque année à une trop forte exposition à des particules fines. Donc, c'est important, cet élément d'information. Et puis, une dernière chose à compléter, c'est que l'impact sanitaire, en fait, concerne plutôt une pollution qui est mesurée tous les jours, même à faible dose, sur une durée d'exposition importante, avec donc la prise en compte de la quantité de particules en nombre et de leur toxicité, c'est-à-dire la nature de leur composition chimique. Ensuite, les milieux naturels ou cultivés peuvent être impactés par la pollution de l'air. Donc, on connaît certaines de ces conséquences au travers de phénomènes d'acidification, d'eutrophisation, de perturbation de la biodiversité, ou encore ça a des conséquences sur le bien-être animal. En agriculture, l'impact de l'ozone, donc c'est un autre polluant que je n'ai pas encore évoqué, est aussi notable. Alors, ce polluant-là, il se forme dans l'air à partir de réactions photochimiques et en conditions plutôt ensoleillées. Il se forme à partir de gaz précurseurs. Et donc, il conduit à des dommages sur les feuilles de ces végétaux avec des nécroses visibles perturbant la photosynthèse et donc la croissance des plantes. Alors, les scientifiques ont établi une
une liste d'une centaine d'espèces végétales, naturelles ou cultivées, qui sont sensibles aux effets de l'ozone. En agriculture, grâce à une étude que l'ADEME a publiée récemment, en 2020, l'impact de l'ozone a pu être quantifié en France pour plusieurs cultures, le blé, pommes de terre et tomates de plein champ notamment, mais aussi pour les prairies. Dans cette étude Apollo, les dommages sont estimés en perte de production et en perte économique. Donc, juste pour illustrer un chiffre marquant de cette étude, le secteur agricole français en 2030 pourrait subir une perte économique à hauteur de 1,8 milliard d'euros liés aux effets de l'ozone, donc pour les espèces donc étudiées dans cette étude. J'en viens maintenant à quelques mots sur la réglementation, donc, qui engage le secteur agricole avec des obligations à respecter des plafonds d'émissions ou contribuer aux valeurs à respecter cibles pour la qualité de l'air. Alors, c'est assez dense, je n'ai pas le temps, mais cette réglementation existe à différentes échelles, internationales, européennes, françaises et nationales, donc, et même régionales. Je vais juste me focaliser. Ah, excusez-moi, là, j'ai fait une petite. Voilà. Me focaliser sur les derniers textes réglementaires voilà, qui ont pu être, qui ont pu apparaître. Il y a eu donc le plan matériel d'épandage moins émissif, publié en janvier 2021, qui permet qui vise notamment la suppression en France des matériels les plus émissifs à l'horizon 2025 et notamment donc la pratique d'épandage par bus palette avec son interdiction qui serait possible. Donc voilà, ce premier document réglementaire français. Il y a aussi, je fais des petites erreurs de manipulation. Il y a aussi donc un texte qui est le PREPA, le plan de réduction des émissions de polluants atmosphériques qui a été actualisé là tout récemment en 2022. C'est un document qui est unique pour regrouper les orientations de l'État en faveur de la qualité de l'air sur le moyen et long terme dans de nombreux secteurs. Donc, c'est un plan multisectoriel, mais l'agriculture est concernée. Donc, et en visant plusieurs polluants, le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote, les COV non métalliques, l'ammoniac et les particules très fines PM2,5. Pour le secteur de l'agriculture, ce plan, qui est réactualisé donc sur la période 2022-2023, cible plusieurs mesures concrètes de réduction des émissions d'ammoniac et de particules à pouvoir mettre en œuvre. Sylvain donc en présentera juste après moi là, quelques exemples. Et ce plan rappelle aussi un besoin très important de sensibilisation et de formation des professionnels et futurs professionnels à la qualité de l'air en agriculture. Donc, le chiffre à retenir qui est important, c'est que une contribution forte du secteur agricole est attendue sur l'objectif de réduire pour la France en 2030 moins 13% des émissions d'ammoniac et de participer aussi à l'effort sur la réduction de moins 50%, 57% des émissions de particules PM2,5 donc fines. Enfin, j'en termine avec deux autres transparents sur un texte qui est la révision de la directive IED, qui est relative aux émissions industrielles et agricoles, où il faut élever le niveau de protection de l'environnement. Donc, ça concerne à la base dans la version de 2010, une 20 000 à peu près exploitations agricoles des filières porcines et avicoles. Là, dans la proposition du printemps 2022 faite par la Commission européenne, on a donc un renforcement du champ d'application de cette directive qui vise à encourager une profonde transformation des installations agricoles vers une pollution zéro. Et pour ce faire, il s'agirait d'ajouter l'élevage bovin
aux installations d'élevage concernées par la directive. Et aussi donc de renforcer le niveau de seuil en place d'animaux gros bétail en exploitation pour les filières porcines et volailles. Donc, des 20 000 exploitations initialement concernées se rajouteraient 165 000 exploitations agricoles, tout confondu, bovins, porcins et avicoles. Mais ce texte fait toujours l'objet de discussions à ce jour. Donc voilà, c'est un projet pour le moment de la Commission européenne, pas définitivement adopté. Ma dernière partie concerne un autre document qui est le plan d'aide nationale éco-azote. C'est issu de la loi récente, la Climat et Résilience. Donc pour le secteur agricole, ce plan vise l'évolution de la réduction des émissions d'ammoniac et aussi celle des émissions de protoxyde d'azote, donc qui ont un effet sur le climat, les émissions d'ammoniac étant un effet sur la qualité de l'air. Ce texte non plus n'est pas définitivement adopté, mais on y définit des tendances annuelles pour atteindre globalement des objectifs de réduction. Je rappelle que pour l'ammoniac, les objectifs de réduction, c'est moins 13% en 2030. Et donc là, il est proposé des paliers annuels pour atteindre cet objectif et donc des paliers pour la profession agricole de moins 1% en émissions d'ammoniac chaque année jusqu'en 2030. Et autre précision, si cet objectif n'est pas atteint, ce plan qui favorise d'abord l'accompagnement des agriculteurs, prévoirait aussi le déclenchement d'une taxe sur les engrais minéraux. Donc, je passe la parole à Sylvain qui prend la suite. Merci. Merci Laurence. Bonjour à tous et à toutes. Alors, on l'a vu, la baisse des émissions d'ammoniac, elle est déjà en cours, mais elle reste légère, enfin, elle est même insuffisante. On peut la lier et la relier en partie à la baisse en tendance des cheptels. Je crois qu'on est sur une baisse, en tout cas pour l'élevage bovin, d'environ 10% en 10 ans, cheptel. Même si donc les bonnes pratiques sur la réduction des émissions d'ammoniac, elles commencent déjà à se déployer. Il est vraiment nécessaire d'accélérer en fait cette baisse des émissions et d'accélérer le changement des pratiques. Donc là, je vais vous présenter rapidement un certain nombre de leviers, vraiment à l'échelle des pratiques agricoles, des leviers qui sont connus, hein, qui sont bien identifiés, qui sont applicables aussi dans les exploitations. Alors, elles sont rassemblées, enfin ces leviers en tout cas sont rassemblés, sont décrits dans un document ADEME que je vous invite enfin je crois qu'il a été cité tout à l'heure, le guide des bonnes pratiques en agriculture pour l'alimentation, pour l'amélioration de la qualité de l'air. Je crois le document apparaît sur la diapo d'après. Et donc ce document, il est disponible en ligne et il sera mis, je crois, sur le site du webinaire. Alors les leviers, ils concernent tous les postes potentiellement, ils concernent les différents ateliers, élevage, culture annuelle, culture pérenne, et puis également tout ce qui est du ressort du matériel agricole également, si on parle des particules fines. Ce qui est important à retenir, c'est l'intérêt de combiner ces leviers. Pour obtenir des baisses d'émissions significatives à l'échelle de l'exploitation, c'est associer une combinaison de pratiques, de changements de pratiques, pour atteindre des performances de réduction d'émissions qui soient significatives, qui soient des ordres de grandeur qui sont visés, qui ont été présentés par Laurence. Donc, alors, si on regarde donc, sur les ateliers d'élevage, tout d'abord, c'est déjà limiter le temps de présence au bâtiment et favoriser le temps de pâturage. C'est également modifier l'alimentation animale avec des rations moins riches en matières azotées totales, donc la ration protéique de l'alimentation. C'est la gestion des effluents, part importante des émissions, la gestion des effluents, d'une part en bâtiment, ensuite au stockage et enfin à l'épandage. Donc les trois postes sont importants et peuvent être concernés par des pratiques. Donc sur les bâtiments, c'est déjà la durée et la fréquence de récupération des lisiers ou les modalités de récupération des lisiers. Au stockage, c'est de fait évidemment limiter la volatilisation, donc le contact à l'air libre, par la couverture de fosses, on y reviendra. À l'épandage également, des solutions sur
aussi la limitation du temps de contact avec l'air, donc l'enfouissement des effluents, l'enfouissement rapide après l'épandage, et l'enfouissement par du matériel adapté. Typiquement, on a parlé des bus palettes, donc l'utilisation de rampes à pendillard pour les effluents liquides, par exemple. Alors plus précisément, je pense si on passe à la diapo, voilà, quelques exemples illustrés, on n'aura pas le temps de rentrer dans le détail de toutes les pratiques, et je vous invite là encore à aller voir ce recueil, mais sur la couverture de fosses à lisier, alors techniquement plusieurs voies sont possibles, donc toile rigide, toile souple sur mât, toile flottante ou gonflée qui peuvent être associées donc à typiquement une unité de méthanisation pour récupérer et valoriser le biogaz. À minima, on peut aussi aller vers l'accélération de la formation de la croûte naturelle en fait, hein, par dispositif de refroidissement qui déjà limite en fait la volatilisation de fait, le contact avec l'air. Alors, outre une réduction d'émissions qui peut dépasser, je crois que c'est indiqué en bas à gauche, qui peut dépasser 30% potentiellement par la couverture de fosse, c'est important de souligner les avantages, les intérêts, les co-bénéfices qu'apportent ces pratiques. Moins d'odeur, forcément. Dans le cadre d'une valorisation des biogaz par méthanisation, c'est alors, outre la valorisation en tant que telle du énergie, on va dire, c'est aussi la concentration de la valeur fertilisante dans les digestats de méthaniseurs et digestats qui représentent un volume réduit, donc une concentration, un intérêt agronomique de fait. Des limites ou des points de vigilance, c'est bien sûr le coût d'investissement, ça peut être aussi la difficulté à l'épandage des digestats ou si on est sur une solution de croûte naturelle, une difficulté d'épandage et un besoin d'homogénéisation, malaxage pré-épandage, bien sûr. Et puis un point de vigilance aussi sur les fuites avec un besoin de maintenance, un temps lié au suivi à la maintenance. Voilà. Alors un autre exemple qui apparaît juste après, voilà, c'est plus sur l'enfouissement, toujours sur les effluents organiques, c'est l'enfouissement des apports organiques, en tout cas la gestion des épandages. Alors, plusieurs pistes techniques, plusieurs solutions en fonction des types de lisiers. Pour les effluents liquides, on l'a évoqué, l'utilisation de rampes à pendillard, mais également du matériel de type enfouisseur à disque ou à dents. Je crois que les photos de gauche, on voit l'enfouisseur à disque. Et puis pour des effluents solides également, une capacité à enfouir les effluents par le travail du sol après l'épandage. Et là, la clé, c'est vraiment le délai d'enfouissement, si possible réduit à quelques heures après l'épandage. Voilà. Alors dans ce cas-là, les gains d'émissions ils peuvent être potentiellement très importants. On parle, je crois, dans le petit visuel, on évoque des capacités de réduction de volatilisation de 70 à 80% selon les cas. Et puis également des bénéfices importants, là encore, sur la diminution des odeurs, sur aussi la valorisation de l'azote apporté, restitué au champ, vraiment le retour plante, retour au sol. Donc le bénéfice vraiment agronomique direct pour la valorisation de l'azote. En point limitant, c'est là encore bien sûr le besoin d'investissement, coût d'investissement, la technicité, le besoin d'adapter le matériel au type de lisier, mais aussi au type de sol, sol lourd, sol caillouteux. Il peut y avoir aussi une difficulté d'étalement, d'homogénéité de l'épandage, et puis de fait forcément aussi une technicité, un atelier d'épandage qui peut être rallongé en temps passé, une gestion de calendrier qui peut être aussi un petit peu plus délicate. Voilà. Alors, rapidement, sur les autres leviers, donc là, on a parlé plutôt des effluents organiques et des postes d'élevage. Sur les leviers qui vont concerner les postes de fertilisation azotée minérale, premièrement, l'introduction de légumineuses, c'est un levier qui peut être important donc dans les rotations culturales, mais aussi dans les semis de prairies, hein, pour fixer légumineuses, pour fixer l'azote atmosphérique et de fait substituer, ou en tout cas limiter les besoins d'apport d'engrais minéraux de synthèse. Donc, c'est aussi optimiser les doses d'apport d'engrais de synthèse, les adapter aux besoins des plantes, donc typiquement généraliser les bilans azotés. C'est prendre en compte aussi la météo sur les calendriers de fertilisation. C'est également aussi enfouir les engrais par des outils type à disque. Voilà. C'est enfin adapter le type d'engrais apporté, donc la forme ammonitrate est moins
clairement moins émissives que l'urée. La question était posée dans le chat. On est sur des facteurs d'émission pour l'urée qui sont supérieurs à 10% et qui sont de l'ordre de 2% pour la forme ammonitrate. C'est également utiliser éventuellement des inhibiteurs d'uréase qui freinent l'action des enzymes qui sont à l'origine de la volatilisation de l'ammoniac à partir de l'urée. Et enfin, alors rapidement sur les particules fines, donc la partie droite du schéma, tout ce qui va concerner donc les moteurs thermiques des engins agricoles, donc limiter les trajets, optimiser les trajets, adapter les itinéraires techniques, optimiser aussi tout ce qui est fonctionnement des moteurs, donc les bancs d'essai moteurs des tracteurs, qui peut avoir un effet aussi significatif en pourcentage de réduction d'émissions de particules fines. Voilà. Et enfin, donc voilà, la diapo suivante, deuxième voie de gain de réduction d'émissions sur les particules fines, c'est tout ce qui concerne le brûlage, donc l'alternative au brûlage, que ce soit sur comment dire, le brûlage des résidus de culture. Donc on a des alternatives claires sur donc on parle par exemple des menus pailles sur les cultures annuelles, donc le retour au sol à favoriser par le paillage, également une alternative via la valorisation énergétique. On a parlé tout à l'heure de méthanisation. Donc on peut avoir aussi une valorisation en méthaniseur des résidus de culture, avec in fine à terme aussi un retour au sol des digestats. Et puis pour tout ce qui est bois, alors on parle des bois des haies, d'entretien des haies, bocagères, mais aussi des vignes, donc sarments, bois de vigne, et puis des cultures pérennes des vergers. C'est également prioriser le retour au sol par le broyage, et qui est à prioriser parce qu'en fait, il est associé à de nombreux co-bénéfices, notamment sur la santé des sols. Donc, on peut parler de l'intérêt du retour des broyats pour le stockage de carbone dans les sols, mais également pour l'activité biologique des sols. Et puis, de fait, là encore, un intérêt aussi agronomique sur la fertilité à terme, à moyen, à long terme des sols, la structure des sols. On pourrait parler aussi de la gestion des invasives. Et puis, bon, quand on parle de valorisation énergétique, type méthanisation, ou là pour le bois, filière bois énergie, de fait un intérêt à la valorisation de l'énergie en tant que telle, mais aussi des points de vigilance ou des contraintes liées à la structuration, ou des points limitants en tout cas liés à la structuration de la filière. Alors je terminerai par quelques... Sylvain, il faudra aller Oui, vite, s'il te oui, plaît. pardon, il faut aller vite, ouais, midi 2. Donc je termine juste sur le fait que l'ADEME a coordonné plusieurs programmes et produit de nombreuses ressources. Donc le lien aussi, je pense, il sera remis sur le site, sur la connaissance, sur les bonnes pratiques, y compris le recueil du milieu qui traite de qualité de l'air, mais aussi de tout ce qui est co-bénéfice sur la biodiversité, l'eau, les émissions de gaz à effet de serre. Donc montrer qu'en fait, nombre de ces pratiques en fait sont en synergie sur des différents axes d'amélioration de l'impact environnemental en fait de l'agriculture. Et puis donc le programme agraire qui a encadré, qui a soutenu une dizaine de projets de déploiement, de bonnes pratiques, de sensibilisation, d'expérimentation, soit à l'échelle de l'exploitation agricole. Alors celui qui est à l'écran, c'est le projet Dynamo sur la ferme expérimentale de Grignon, ferme laitière, enfin en tout cas sur l'atelier laitier, qui a associé le déploiement de plusieurs pratiques sur l'alimentation animale, sur l'investissement dans un robot racleur, sur la couverture de fosses, etc. Et en fait, ce qui était intéressant dans ce projet, c'était aussi la capacité d'accompagner la mesure, le suivi des émissions. Et on voit, je crois que ça avait été évoqué après, les capteurs alpha pour mesurer les émissions d'ammoniac. Et en fait, le projet a démontré la réduction de 14% des émissions totales échelle ferme d'ammoniac. Donc c'est significatif. On n'est pas sur des réductions anecdotiques. Quand on cumule un certain nombre de pratiques, on peut atteindre des résultats significatifs. Voilà. Et le dernier exemple que je voulais vous montrer, c'était plutôt une approche territoriale. Donc on raisonne à échelle exploitation, mais quand on prend du recul à échelle territoriale, c'est un projet dans les Hauts-de-France qui a été suivi avec un déploiement de pratiques autour des effluents organiques, mais aussi de l'optimisation des engrais azotés, avec des simulations en fait, qui ont été faites à l'échelle de 2 départements. C'est en lien avec la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France. Et là, plusieurs scénarios ont été simulés en fait, pour continuer à déployer un certain nombre de pratiques qui étaient déjà
pour partie mise en œuvre. Scénario, donc sur le graphique, scénario 1, 2, 3, où on pousse les curseurs de déploiement de ces pratiques, on les généralise, et ces scénarios, qui restent des scénarios qui sont complètement réalistes, compte tenu du territoire, eh bien, permettent d'atteindre potentiellement des réductions comprises entre 12 et 34% de réduction d'ammoniac. Voilà, donc c'est atteignable, et ces projets et ces suivis de projets permettent aussi de le démontrer. Voilà. Et je laisse Laurence conclure, je crois, sur les perspectives. Oui, alors ça ne défile plus. Là, je suis en train d'essayer de faire défiler et c'est bloqué. On Ah, arrête. voilà. Il y a eu un petit délai. Rapidement, donc très rapidement, c'est juste pour conclure en quelques mots sur les actions de l'ADEME en agriculture sur ce sujet de la qualité de l'air. En fait, cela porte surtout sur de l'amélioration de connaissances avec des projets de recherche dans le cadre de nos dispositifs de candidature de thèse, divers programmes de recherche et donc Acacia notamment. Mais notre soutien va aussi à l'accompagnement du monde agricole pour expérimenter donc les bonnes pratiques de réduction des émissions de polluants. Sylvain en a présenté quelques illustrations liées notamment au dispositif agraire qui est dans son édition 2017 a donné lieu donc à des résultats concrets très intéressants. Et cet appel à projet avait été lancé par l'ADEME, le ministère de la Transition écologique et en collaboration avec le ministère de l'Agriculture. Et puis surtout pour vous dire que cette année, en 2023, l'ADEME a lancé un nouveau dispositif qui s'appelle AgriCare pour mobiliser donc les acteurs agricoles sur ces actions d'expérimentation qualité de l'air, mais aussi sur des actions de sensibilisation, de formation et de communication, et avec travailler un peu plus aussi des liens de co-bénéfices environnementaux autres, ou voire organisationnels et économiques. Et donc, on a à ce jour eu 14 projets déposés. Je précise que pour certains de ces projets, l'enseignement agricole s'engagerait aussi dans certains de ces projets. La sélection à ce jour n'est pas définitive, donc on ne peut pas encore annoncer officiellement les lauréats, mais l'année prochaine, en 2024, nous essaierons de relancer une nouvelle édition AgriCare. Et donc, on en a fini, Sylvain et moi, et on vous remercie et on est prêt à prendre quelques questions tout à l'heure. Bonjour à tous, donc Véronique Stangret, je travaille au lycée agricole d'Aubernay en tant que chargée de mission, expérimentation et développement. On porte sur l'établissement depuis 6 ans maintenant un essai qui étudie l'impact des digestats de méthanisation sur l'ensemble de l'agroécosystème. Et donc, il a mesuré cet essai en particulier les mesures de volatilisation ammoniacale suite aux épandages de digestats. Pour vous recadrer le DIGEO dans son ensemble, cet essai a différents objectifs. Il a des objectifs à court terme de connaître les valeurs agronomiques des digestats pour permettre de les utiliser au mieux, donc maximiser leur efficience. Et pour maximiser leur efficience, c'est aussi limiter les pertes. Alors aujourd'hui, la thématique, c'est les pertes vers l'air. Mais on mesure aussi sur l'essai les pertes qui vont vers la nappe phréatique et donc la lixiviation des nitrates. À long terme, cet essai sert aussi à connaître la valeur agronomique des digestats, leur impact sur les sols. Alors cet essai, pour l'instant, n'a que 5 ou 6 ans, donc cette partie-là, aujourd'hui, on a encore peu de réponses à fournir sur les effets long terme. Alors bien sûr, vu son emplacement sur un lycée d'enseignement, le DIGEO a aussi comme vocation de former les apprenants, former aussi les acteurs du territoire, les agriculteurs du territoire, pour un bon usage de ces digestats. Vous avez ici le dispositif expérimental. Alors, c'est un essai assez robuste, mais en surface, il fait 4 hectares et on a toutes les modalités qui sont répétées 3 fois.
Donc, ça nous permet de sortir une donnée relativement fiable. Vous voyez sur l'essai qu'on va comparer les digestats à d'autres fertilisants. Vous avez 2 fertilisants qu'on a choisis comme référence, le fumier de bovin et l'engrais minéral type ammonitrate. Et on va comparer sur l'essai l'impact des digestats. Vous les voyez au-dessus, on en a 3. Le digestat numéro 1 et 2 proviennent de 2 méthaniseurs différents, donc ont des caractéristiques légèrement différentes en teneur en azote notamment. Et on a une 3e modalité qui s'appelle digestat 2C, qui est le digestat qui est produit par le lycée agricole d'Aubernais, donc le digestat 2, auquel on a rajouté une poudre composée essentiellement d'argile, mais aussi de micro-organismes. Mais l'argile, ici, a pour vocation de fixer la partie ammoniacale au moment de l'épandage sur les parcelles. Donc, ce mélange a notamment vocation donc, à limiter la partie volatilisation. Alors, pour suivre la volatilisation de l'azote sur l'essai, on a pu mettre en œuvre 2 méthodes. La première, c'est la méthode appelée par les badges alpha. Ces capteurs sont des capteurs passifs qu'on va placer au-dessus du champ, qu'on va remplacer très régulièrement, en particulier juste après l'épandage, où la dynamique de volatilisation est la plus importante. Donc, ces badges sont installés au-dessus des lieux d'émission. Vous voyez sur la photo, là, directement au-dessus des lignes de digestat épandues. Ça nous permet de mesurer donc, une concentration en azote dans l'air. Et avec le partenariat qu'on avait avec l'INRAE Transfert, ça nous a permis de transformer cette concentration atmosphérique en kilos d'azote par hectare, une valeur qui parle bien plus aux agriculteurs que la concentration elle-même. On a pu faire cette campagne de mesure sur 2 années. 2021 sur un épandage plutôt printanier, on était là début juin, sur une culture en place et on a pu faire ces mesures sur l'ensemble des répétitions de l'essai. En 2022, on a refait des mesures, mais cette fois à une échelle un peu plus petite, une seule modalité, une seule répétition, pardon. Et cette partie a été financée par un projet extérieur à DIGEO directement. Ça a été financé grâce au programme Partage qui a été porté par la Chambre d'agriculture du Grand Est. La deuxième méthode, cette fois de microcapteur, on va dire, qui est capable de faire des mesures en continu, ça mesure la concentration directement toujours au-dessus du champ. C'est des cellules alors, que vous voyez sur la photo qui sont installées un peu de la même façon que les badges qu'on a vus tout à l'heure. C'est des mesures qui sont faites, comme j'ai dit, en continu, tous les quarts d'heure au champ. Et on a pu le mettre en œuvre en même temps que la deuxième campagne de mesures de volatilisation de digestat en 2022. L'objectif était aussi notamment de pouvoir comparer les 2 méthodes et de pouvoir faire un état des lieux des différentes méthodes qui sont proposées aujourd'hui. Alors, voici les résultats. Alors, les résultats qu'on peut considérer pour l'instant les plus robustes qu'on a à mettre en avant, c'est celle de juin 2021 sur une culture de maïs. Alors, vous voyez différentes modalités qui sont reprises par les cultures ici. Vous retrouvez le digestat 2 de forme, soit en brut directement, soit avec le produit la poudre qui a été mélangée à ce digestat. Vous avez la modalité ammonitrate, le deuxième digestat, et vous avez une modalité dont je n'ai pas encore parlé, qu'on a spécifiquement mis en œuvre lors de cet épandage-là. On a repris le digestat qui est produit sur Aubernais, la lettre E est pour la lettre enfouie. Donc, directement après l'épandage, le digestat a été enfui par un léger travail du sol qui pouvait aussi servir de désherbage mécanique, par un binage de ce fait. Et vous avez là-haut les résultats. Alors, en premier lieu, vous voyez le digestat qui a le plus émis est le digestat numéro 1. Vous avez ces caractéristiques ici. C'est le digestat qui a la concentration en azote le plus élevée. On a épandu, alors une des règles de décision de l'essai, c'est que la quantité de digestat qui est épandue est liée à la quantité d'azote totale qui est apportée au champ. Donc, vous voyez que l'ensemble des produits qui ont été épandus ont apporté la même quantité d'azote. On est de l'ordre de 80 unités d'azote à peu près. Donc, avec la même quantité d'azote apportée, vous voyez qu'on a une variabilité assez importante des quantités d'ammoniac émis
notamment donc le digestat le plus concentré qui est de l'ordre de 21 unités de perdu, une vingtaine d'unités de perdu. Par rapport aux 80 unités qui sont ici, vous voyez qu'on est à peu près au quart de la quantité d'azote perdue par rapport à la quantité apportée au champ. Ensuite, la différence qu'on a eue entre le digestat 2 et le digestat 2C, on peut considérer la quantité quasi négligeable entre les deux. Donc, l'effet produit nous a paru peu satisfaisant par rapport aux attentes qu'on avait de ce mélange. Et ensuite, vous avez les deux autres modalités ici, l'engrais minéral et le digestat enfoui, qui sont dans les mêmes gammes en bas de volatilisation. Alors là, l'effet enfouissement, il est quand même très important entre le digestat 2 que vous avez ici et le même digestat enfoui qui est là. La dynamique de la courbe nous permet aussi de voir que les émissions sont très importantes. Enfin, la majorité des émissions se font directement après l'épandage. Vous voyez qu'en accumulé, on arrive très rapidement à un plateau. Donc, le fait qu'il y ait enfouissement immédiat, là, a eu un effet très, très, très important sur la quantité d'azote perdue. On vous a remis là en bas les conditions d'épandage. Alors, pour arriver à ces chiffres-là, on était en conditions de volatilisation relativement... des conditions météo favorables à la volatilisation, donc du vent, des températures élevées dans l'après-midi, donc derrière une volatilisation maximum. Vous avez ici la deuxième campagne de mesure, celle qui a été sortie hiver, où vous pourriez vous dire là directement, sortie hiver, on devrait avoir un peu moins de volatilisation puisque on a des conditions météo qui sont généralement moins favorables à la volatilisation. Vous voyez là, moins de vent, des températures plus faibles aussi. Mais le paramètre là qui a fait augmenter, on a des chiffres là un peu plus élevés que la campagne précédente, c'est lié à la quantité d'azote simplement épandue. Donc, sur cette année-là, on avait des quantités apportées de digestat qui étaient plus élevées, des quantités d'azote derrière qui étaient donc plus élevées également. Donc, derrière, une volatilisation conséquente. Alors, sur le digestat 2, ce qui nous dit, un des seuls moyens d'expliquer cette augmentation progressive que vous voyez ici entre le 2e jour et le 7e jour, c'est qu'on a probablement eu une contamination extérieure par un épandage sur une parcelle voisine qui a fait augmenter la quantité mesurée sur les différents capteurs qui ont été installés. Vous avez ici le graphique qui permet de montrer la deuxième méthode, les capteurs qui sont capables de mesurer tous les quarts d'heure la concentration qu'on a, la concentration ammoniacale atmosphérique. Donc, vous voyez que cette méthode-là apporte une précision qui est beaucoup plus importante. Cet enregistrement en continu permet de détecter les pics d'émissions d'azote tout au long de la période. Pour l'instant, le travail n'a pas encore été fait de transformer cette concentration ammoniacale en kilos d'azote perdu par hectare. C'est un travail qui reste à faire par le projet. La comparaison, je n'ai pas non plus sur ce diaporama d'éléments de comparaison entre les deux méthodes, mais vous voyez que le graphique, en tout cas, nous permet de suivre la concentration ammoniacale de façon beaucoup plus fine que les batchs passifs qui ont servi aux premiers résultats présentés. Alors, pour vous remettre d'IGEO dans son ensemble et croiser les problématiques qu'il y a sur d'IGEO en particulier, on vous propose cette diapo-là qui montre ce que l'ensemble des apprenants peuvent faire sur cette plateforme, et notamment ce que font les BTS Gémeaux, qui prélèvent l'eau dans les bougies poreuses pour nous permettre de suivre la lixiviation des nitrates sous les différentes parcelles. On travaille avec l'Agence de l'eau sur cette thématique-là. L'Agence de l'eau, de son côté, prône plutôt des épandages printaniers, voire estivaux, pour limiter les pertes vers la nappe phréatique des nitrates. Et de l'autre côté, la thématique qu'on travaille aujourd'hui va plutôt nous inciter à épandre des digestats ou des produits ammoniacaux sur la période plutôt automne-hiver, température plus fraîche, humidité plus importante, ce qui ne va pas du tout de pair avec la lixiviation des nitrates.
Donc, ce sont des thématiques qu'on travaille avec les élèves, là, actuellement, en particulier par rapport à la nouvelle directive nitrate qui va sortir sous peu sur le territoire alsacien. Donc, ça nous permet d'avoir une approche systémique des problématiques qu'on peut rencontrer en agriculture, parce qu'on a la possibilité sur DIGEO de toucher à beaucoup d'éléments de l'agriculture et de problématiques agricoles. Et donc, grâce aux résultats qu'on est capable de fournir aux apprenants directement et aux enseignants, on peut apporter surtout des questions, quelques éléments chiffrés pour répondre à ce questionnement, mais des réponses globales, voilà, c'est beaucoup plus complexe. Alors, vous avez là une diapo qui montre la valorisation qu'on a fait les derniers temps. Hein. Donc, si on regarde la partie pédagogique, alors bien sûr, les 800 élèves qui travaillent sur l'établissement tournent très régulièrement sur cette plateforme expérimentale. Mais on a aussi la possibilité d'accueillir d'autres établissements du Grand Est. Et donc, on participe sur cette plateforme à différents programmes de recherche. On a été dans Fertilis, on est encore dans Métabiosol. Vous avez vu le PUI Partage tout à l'heure. L'idée, c'est de pouvoir mélanger sur cette plateforme tous les enjeux qu'un EPL peut avoir, qui est la formation, l'expérimentation, la recherche et la valorisation des résultats auprès d'un public le plus large possible. Alors, DIGEO est rentré aujourd'hui dans sa phase 2. La première phase a été financée par l'Agence de l'eau et un programme CASDAR. On est rentré maintenant dans une deuxième phase de financement, soutenue par l'Agence de l'eau toujours. Pour orienter le projet vers une deuxième phase qui est de proposer non pas qu'une étude d'impact des épandages de digestat, mais de pouvoir proposer des systèmes de culture qui peuvent répondre plus globalement aux problématiques qu'on a questionnées là tout à l'heure. Donc, travailler avec les apprenants notamment à des rotations nouvelles pour les systèmes méthaniseurs qui permettent à la fois de préserver l'eau, préserver l'air, pouvoir répondre à la problématique économique du méthaniseur également. Et donc, cette partie DIGEO2 a commencé la campagne dernière et va pouvoir courir jusqu'en 2025. Voilà, je vous remercie de votre Alors, j'ai fait le tour rapidement des questions. En fait, elles ont, pour ainsi dire, toutes été répondues dans le chat par Colin. Donc, je me demandais, Colin, si tu souhaitais intervenir, puisque tu as très, très largement participé aux réponses aux questions dans le chat, là, si tu voulais intervenir rapidement autour des différents thèmes évoqués dans le chat, rapidement, ou si tu le souhaites. Non, on a eu quelques débats que vous pouvez aller lire. On a notamment rappelé la hiérarchie en termes de volatilisation d'ammoniac entre les différentes formes d'engrais minéraux azotés. Donc, je vous rappelle que c'est les ammonitrates qui diminuent, qui volatilisent le moins ensuite la solution azotée, et les pires volatiliseurs sont les urées. Donc, je voulais remercier les intervenants. Il y avait une question à laquelle je n'ai pas pu répondre, qui vient d'être posée par rapport à DIGEO. C'était une question du CITEPA, que je remercie pour sa présence. Et je rappelle que le CITEPA, c'est l'organisme auquel l'État demande de faire les inventaires d'émissions de gaz à effet de serre et de pollution atmosphérique pour le pays. Donc, ils sont à la pointe de la question, mais ils posent la question à l'intervenante sur les résultats de l'expérimentation DIGEO sur la part de l'azote dans les digestats qui vient de l'eau, partant dans l'eau, pardon. Je ne sais pas si ma question est claire. Avez-vous les premiers résultats sur la part de l'azote des digestats partant dans l'eau? Oui, alors sur la lixiviation des nitrates, on a des premiers résultats. Alors, ces mesures sont fortement liées aux précipitations qu'on a sur le territoire alsacien. Donc, toutes les campagnes de mesures qu'on a effectuées n'ont pas donné des résultats suffisamment robustes, mais l'année 2021 a été une année où on a pu prélever pas mal d'eau. Alors, les pertes en comparaison à l'engrais minéral et au fumier, par rapport à l'engrais minéral, les pertes liées au digestat sont à peu près équivalentes.
Donc, pour un même raisonnement de fertilisation, on est sur des pertes à peu près équivalentes. La modalité fumier a fui davantage parce qu'on s'était donné comme règle d'apporter la quantité d'azote nécessaire à la culture uniquement par le fumier et sans complément minéral. Donc, on a apporté des quantités de fumier qui sont bien au-delà de ce que peut pratiquer un agriculteur aujourd'hui. Pour couvrir, voilà, c'était une des règles de décision d'IGO au début, parce qu'on voulait mesurer le questionnement principal qu'on avait sur l'IGO au départ, c'est l'impact des digestats sur l'activité biologique des sols. Donc, on ne voulait pas contaminer la modalité fumier par de l'engrais minéral à ce moment-là. Et donc, on est resté sur une modalité fumier pure, d'où voilà, une quantité d'azote dans les bougies poreuses qui a été bien plus élevée que la partie que les modalités digesta. Peut-être, excusez-moi si je peux juste préciser ma question. Merci beaucoup, Colin, d'avoir pu la rediriger. Donc, ma question, c'était en particulier, donc je comprends que du coup, que ce soit engrais minéral ou digesta, il y avait globalement la même quantité qui partait dans les eaux. Mais je me demandais si vous aviez un ordre de grandeur en termes de pourcentage, parce que typiquement, dans les inventaires, à l'heure actuelle, on utilise des valeurs du GIEC qui nous disent que globalement, si on est dans une zone qui lessive, on a environ 25% de l'azote apporté qui part dans les eaux. Et donc, je me demandais si vous étiez sur ces ordres de grandeur-là ou pas du tout, de manière à ce que nous, derrière, on puisse aussi voir si c'est possible d'améliorer les estimations qu'on fait actuellement avec ces valeurs internationales grâce à des projets comme les vôtres qui sont plus spécifiques nationaux. Merci beaucoup. Alors, sur la campagne 2021, ouais, effectivement, on est sur les ordres de grandeur que vous disiez sur les pertes, effectivement. Ça conforte le chiffre que vous avez donné tout à l'heure. Donc, d'où la question de DiGO2 hein, que je vous partageais tout à l'heure, de réfléchir le système de culture et ne pas réfléchir que digesta. Parce que la problématique des digestats et des fuites des digestats, que ce soit vers l'air ou vers l'eau, pour nous, en tout cas, les questionnements qu'on se pose ici, c'est changer le système de culture qui est beaucoup plus impactant que le produit en lui-même. Et on le voit sur les zones où les méthaniseurs arrivent, quand on passe d'un système herbe plus largement répandu à des systèmes méthanisation, on peut avoir des modifications assez importantes sur la qualité de l'eau. Et c'est bien le système de culture qui est impactant et pas le produit en lui-même. Ça marche, merci beaucoup. On a une demande d'intervention de F. Chrétien. Si jamais vous voulez poser votre question, pas de problème. Oui, bonjour. Bonjour Véronique. Bonjour. Donc Ève Chrétien d'Atmo Grand Est. Donc je voulais juste réagir par rapport à ta présentation. Je voudrais mettre un petit bémol quand même sur l'usage de microcapteurs en air ambiant. Donc un des livrables en tous les cas du PUI Partage, ce sera justement une synthèse métrologique dans laquelle voilà, on a comparé plusieurs méthodes de mesure. Alors le microcapteur, oui, il voit des choses, il réagit bien, on le voit. Par contre, en termes de justesse de mesure, c'est pas du tout ça. Voilà. Donc, je voulais juste voilà, remettre un petit peu l'usage du microcapteur dans le contexte de mesures métrologiques, vraiment. Voilà. Donc, voilà, c'est des mesures indicatives, très indicatives, et voilà, faire attention à l'interprétation des résultats. D'accord. On peut prendre une dernière question qui vient d'arriver sur le chat, là, peut-être, mais donc plutôt à direction des intervenants de l'ADEME, où M. Tabourin demande si l'ADEME peut participer au financement de projets de bâtiments d'élevage exemplaires sur le volet qualité de l'air et sur des montants conséquents. Alors, il faut. Ouais. Ouais, excuse-moi, je ne sais pas, Sylvain, si tu veux répondre directement, mais bon, écoutez, je répondre comme ça sans connaître le dossier, c'est un peu compliqué. Nous, à l'ADEME, on n'a pas vocation à financer directement un exploitant agricole.
on a les outils, les dispositifs que j'ai évoqués qui s'intègrent dans des actions d'études, d'opérations, d'expérimentation, que ce soit par le passé agraire ou aujourd'hui agricare. Donc, on étudie bien une demande avec un collectif d'agriculteurs, des partenariats d'organismes agricoles et pour faire de l'évaluation environnementale, notamment sur les effets de réduction des émissions de polluants, donc ammoniac et particules. Après, nos collègues qui travaillent aussi dans les territoires, au niveau des directions régionales, peuvent étudier un dossier, mais on regardera si ce sont des demandes qui sont sous le coup d'obligations réglementaires. Donc là, je crois que la question portait sur un équipement pour le bâtiment. Donc, ou s'il y a une valeur ajoutée environnementale auquel éventuellement une aide de l'ADEME pourrait contribuer. Franchement, répondre comme ça sans connaître précisément le dossier éventuellement, c'est un peu compliqué. Et je rappelle quand même que la profession agricole, les agriculteurs peuvent aussi faire passer leurs demandes de, d'équipements dans les PCAEA, voilà, les plans de compétitivité et d'adaptation voilà, des entreprises agricoles. Qui là, c'est un dispositif qui a vocation à traiter en direct avec un agriculteur. Nous, à l'ADEME, c'est vrai qu'on préfère privilégier les dispositifs qui embarquent des collectifs d'agriculteurs avec des partenariats d'organismes agricoles, chambres d'agriculture, les CUMA, différentes structures, maisons familiales agricoles. Là, j'ai parlé de la mobilisation de l'enseignement agricole aussi pour les projets qui ont été déposés dans le cadre d'Agricaire cette année. Voilà, on est plutôt un petit peu dans cette volonté-là d'accompagnement, mais des dossiers individuels pourraient être regardés, mais pour bénéficier d'une aide de l'ADEME, c'est vraiment voilà, pas le principe de base. Il y a d'autres dispositifs pour ça, à titre individuel par agriculteur, je pense. Hein. Voilà, mais... Et c'est une bonne transition peut-être pour terminer d'ailleurs sur le sujet puisqu'on a dépassé les midi et demi. Mais peut-être Monsieur Tabourin pourrait intervenir là-dessus. Effectivement, en région Aura, au niveau au niveau enseignement agricole, il y a actuellement une démarche d'appel à projet vers les établissements d'enseignement agricole sur la mise en place d'un outil de diagnostic des pratiques en lien avec la thématique de la qualité de l'air, donc qui concerne les exploitations des lycées de la région Aura. Monsieur Tabourin, si vous voulez intervenir rapidement Oui, là-dessus, on peut en parler. oui, rapidement, mais moi, ma question, en fait, la question que j'avais évoquée précédemment, c'était plutôt sur le volet démonstratif sur des lycées agricoles où ils ont des exploitations avec des bâtiments qui coûtent aussi cher que pour un exploitant individuel, voire plus, puisqu'ils ont un côté exemplaire à développer. Et c'était là où je posais la question, est-ce que l'ADEME peut apporter le complément de financement qui permet des fois de boucler un dossier alors, il ne s'agit pas de payer tout le bâtiment, mais par exemple des purificateurs d'air, des choses comme ça qui coûtent très cher et que les exploitants agricoles ne financent pas parce que ça va au-delà du réglementaire des fois. Est-ce que là on pourrait avoir un complément de l'ADEME sur ce type de dispositif? Je parle bien de lycées agricoles qui ont un volet démonstratif. On n'est pas sur c'est comme des collectifs si vous voulez. Il y a un côté Oui, voilà. alors effectivement, bon, c'est un petit peu en intro la même réponse que je vais faire. Il faut étudier un Oui, dossier pour pouvoir vous apporter une véritable réponse. Je pense que sur ce que vous précisez, avec un volet de démonstration, d'expérimentation pour ce type voilà, d'acteurs lycée agricole, je pense que c'est un dossier qu'on peut regarder de près, d'accord. effectivement, au niveau donc. Mais encore une fois, je peux pas, voilà, je peux pas m'avancer plus que ça, voilà, à l'issue de ce webinaire. Mais on a des collègues en région qui peuvent étudier un dossier et vous apporter une réponse un peu plus, voilà, précise. Oui, effectivement, c'est bien. Merci. Les investissements sont possibles dans ces dispositifs ADEME. Les investissements sont possibles, mais adossés à des projets expérimentaux de diffusion, Avec, de voilà, reproductivité, etc. Forcément avec un adossés. bilan d'évaluation Voilà, c'est ça. environnementale sur la qualité de l'air notamment et Ouais. réduction d'ammoniac, là en l'occurrence pour les bâtiments. Voilà, Mm. c'est les règles ADEME. On ne finance pas de l'équipement pour de l'équipement. C'est Oui. vraiment adossé à un projet avec une évaluation voilà, du bilan Alors, des réductions de pollution.
Je passe la parole à Colin et Oui. on Juste pour essaie finir de... sur ce sujet, parce que après, sous réserve, parce que je suis pas allé explorer, mais sous réserve que ce soit reconduit, il y a un dispositif dans le cadre de France 2030. Donc en fait, j'avais pas bien compris votre demande, Monsieur Tabourin, mais dans le cadre de démonstration justement, il y a un dispositif qui s'appelle démonstrateurs territoriaux de la transition agricole et agroalimentaire. Et donc, peut-être que dans ce cadre-là, effectivement, puisque ça peut être ouvert à des institutions ou des établissements publics, si ça a une vocation justement de démonstration, ça peut peut-être être pris en compte. Il faudrait voir les conditions. On peut rester en contact si vous voulez qu'on approfondisse la question. N'hésitez pas à me contacter. Très bien, merci. Je vous propose de clôturer. Alors, je remercie beaucoup tous les intervenants pour la qualité de leurs interventions. Donc, ce webinaire, il sera mis en ligne sur le site vers lequel je vous ai envoyé, donc le site où on diffuse tous les webinaires des DEA, DAT, donc en replay, sans doute courant de semaine prochaine. Donc, je remercie également tous les participants pour leurs questions et pour votre présence. Et je vous dis donc au revoir.